Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir à un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Salutations à vous. Installez-vous confortablement. Mettez-vous à l'aise et baissez la lumière. Bienvenue dans Fables sanglantes. C'est ici que nous contons de sombres histoires. Elle se déroule dans le monde des ténèbres, comme on peut s'y attendre, et présentera parfois des liens plus ou moins évidents avec les autres histoires que vous avez déjà entendues ou celles à venir. Attention, je vous mets en garde. Ces histoires comportent des éléments difficiles, sensibles, et visent un public averti. Vous voilà prévenu que le cauchemar commence. Joseph Conrad a écrit un jour « La croyance en une origine surnaturelle du mal n'est pas nécessaire. Les hommes sont à eux seuls capables des pires atrocités. » Le soleil entame sa lente descente. Un jet passe devant la caméra, ses réacteurs déchirent le silence et diffractent l'air en survolant un océan de nuages. Le copilote tapote l'épaule du commandant de bord. Ils échangent des paroles inaudibles. La caméra plonge entre eux et se glisse à travers la porte qui isole le cockpit. Une hôtesse s'affaire et le travelling se poursuit dans la cabine des passagers. Nous sommes dans les années 90. Dans un couloir aérien des États-Unis d'Amérique, en fin d'après-midi. L'avion transporte une équipe d'agents gouvernementaux. Au sein de l'unité d'analyse du comportement, il existe des unités spéciales d'intervention appelées cellules rouges. Ces équipes opèrent en dehors de la bureaucratie et n'ont de compte à rendre qu'au directeur du FBI. Le bureau 113 est l'une d'entre elles et intervient rapidement sur tout le territoire. Cette équipe vient de mener une enquête sur une série de meurtres particulièrement monstrueux. Leurs investigations les ont menés sur la piste de ce représentant d'assurance qui faisait du porte-à-porte. Il massacrait ses clients et jouait avec leurs cadavres encore chauds. Ils l'ont traqué pendant 3 jours et ont fini par le coincer. Ils ont abattu le tueur alors qu'il s'adonnait à une orgie macabre avec ses dernières victimes. Une sale affaire, car ces derniers meurtres auraient pu être évités si le témoin principal avait parlé plus tôt. Les visages trahissent les émotions,
et les sentiments de cette équipe sur le voyage du retour. C'est dans ce contexte que la partie commence. Alors nous nous retrouvons dans ce cockpit, dans ce jet, à l'arrière du cockpit, donc la cabine des passagers, où vous êtes installés. Et on peut voir à côté d'un hublot, assis, l'un des agents qui regarde un journal, peut-être un autre qui boit un café, peut-être un autre qui dort. Dites-moi tout ça, expliquez-moi. Je regarde tout le monde et je dis rien et je m'allume une clope dans l'avion. Je prends ma tasse de café, je sirote. Je suis pas du tout satisfaite. De mon côté, je suis avec le journal et j'ai le regard vide dessus. Moi, je regarde par le hublot et je joue avec mon alliance. J'arrête de jouer avec sans fin. Carol Gaiden, un agent du FBI. Disons que j'étais d'abord en psychiatrie en tant que cliente. Puis disons que l'observation a fait que j'ai eu des compétences et que après on m'a embauché. Voilà. Donc je m'adapte. Et puis je suis bonne pour percevoir les autres. Mais pour les comprendre. Deviner ce qu'ils ressentent. C'est de l'entraînement. Voilà. Avec Donc, la particularité tout de même de devoir intégrer la personnalité de la personne pour ressentir ce qu'elle ressent. Ouais. Donc s'il faut prendre la peau d'un taré, bah, je prends la peau d'un taré. Est-ce que les nouvelles sont bonnes sur le journal, Michael Terrence, agent du FBI? Plus ou moins agent du FBI. Je suis pas réellement un vrai membre du FBI. Je travaille plutôt comme, on pourrait appeler ça, consultant. J'ai, disons, eu des problèmes avec la justice. Bon, pour des broutilles parfois, et pour d'autres choses un peu plus violentes. Disons que j'ai un caractère assez trompé. Mais je suis bon à une chose. Je suis plutôt intelligent et je peux voir certaines choses. Je suis plus sensible à certaines choses que les gens ordinaires. Et certains pensent que je suis un médium. Une sorte d'intelligence instinctive, subconsciente. Les pensées de Jonathan Aaron, est-ce qu'elles vagabondent ailleurs? Elle vagabonde pas vraiment, je suis totalement focus sur ce putain de témoin qui a pas accepté d'aider la justice à nous aider à faire notre travail. Et ça me répugne. Ce genre de comportement est indigne d'un Américain. Et au sein du bureau 113, Jonathan Aaron a quoi comme spécialité? Je suis un ancien avocat. J'aurais pu... Enfin, j'ai commencé en tant qu'avocat. Je me suis cassé la gueule une seule fois et j'ai juré faire en sorte que ça se reproduise plus. J'ai intégré très rapidement en fait le bureau du FBI et en tant qu'agent de liaison. Et cette équipe restreinte est dirigée par Jane Morgan. Jane Morgan, ancienne de l'armée. J'ai fait
la guerre du Golfe. La première. J'ai vu plusieurs camarades tomber. Et une partie de moi pensait que à la maison, le retour au pays, ce serait différent, mais avec ce que j'ai vu, pas vraiment. C'est juste que ici, on était censé être chez nous. Le vol se passe bien jusqu'ici. Le soleil décline peu à peu. On va pas se le cacher, vous êtes fatigué. Vous avez passé 3 jours à traquer un meurtrier. Vous l'avez eu. Mais ce sentiment de cette satisfaction n'a été que de courte durée. Vous avez encore les images de ces corps et de ces cadavres. Peut-être que l'un d'entre vous épluche encore le dossier de l'affaire. Peut-être est-ce qu'il est jeté négligemment sur une des tablettes. En tout cas, visiblement, ça vous empêche de trouver le sommeil. Agent Morgan, tu bois une autre gorgée de ton café. Tu es plongé dedans et tu peux distinguer que le niveau s'incline. Michael, tu peux t'apercevoir que l'avion, le jet s'incline sur la droite. Jonathan, tu vois que le visage commence à... Le paysage commence à changer. Vous êtes en train de virer de bord. Et il y a une petite lumière qui s'allume au niveau du cockpit. Ici le commandant de bord. On a reçu des ordres. On nous affecte une autre mission. Une autre. Déjà? Écoute, faut apprendre que quand l'émission s'arrête, qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de repos pour les combattants. Le téléphone de Jen affiche un appel entrant. C'est votre directeur qui semble vouloir donc te contacter. Directeur. Ouais, ici, Skitter. On a une urgence. Donc désolé, pas de repos pour vous. On a un enlèvement, une disparition signalée dans le comté d'Orange, à côté de Los Angeles. Donc vu que vous êtes l'équipe la plus proche de toutes les cellules rouges, c'est tombé sur vous. J'ai pas d'informations. Le shérif du comté d'Orange vous attend d'ores et déjà à l'aéroport. En principe, vous allez arriver dans une demi-heure. Il vous briefera. Très bien. C'est noté. Ça va aller, Morgan? J'ai l'habitude. C'est plus pour les autres que je m'inquiète. Visiblement, pour cette affaire, disons que c'est un peu politique. J'ai reçu quelques pressions pour vous envoyer là-bas. Je vois. Et donc, il faut en finir au plus vite. Ouais, bah apparemment c'est un VIP. Ben, c'est noté. Je vais prévenir le reste de l'équipe. Vous me tenez au courant. Très bien. Bon courage. Merci. Et on raccroche. Bon. Équipe. Nouvelle mission. Urgence. VIP a été capturé. On a des détails sur le terrain. Mais l'idée, c'est qu'ils veulent qu'on boucle l'affaire et qu'on retrouve le VIP aussi vite que possible. Ok. Il n'y aura pas de repos. Ouais, on va avoir compris.
On a plus de détails? Pas vraiment. C'est Chéri sur place qui a tous les détails. On nous appelait un peu en urgence parce que ils veulent régler ça vite et on était juste à côté. Quel comté? Orange. J'espère qu'au moins là-bas, les flics font leur boulot. S'ils Un faisaient leur minimum, boulot, bien évidemment. Faut rigoler, non? s'ils faisaient leur boulot parfaitement, on n'aurait pas besoin de nous. Et je viendrai pas en consultant. Voilà. Putain, j'ai Bon. envie de boire. Accrochez-vous, l'avion tourne. Donc effectivement, le jet amorce un sacré virage. Il y a quelque chose qui va pas, Michael. Les lettres sur le journal que tu es en train de lire semblent bouger, former des mots. J'essaie de Et- suivre, de regarder et de suivre un petit peu qu'est-ce que c'est. Quel est le mot qui sort. Tu vas me faire un jet de perception occultisme, s'il te plaît. Tu crois ressentir les lettres. Une enfant. Jeune. Et ça s'efface. Et t'as très froid. Les gars, Hmm. je crois que j'ai eu une Ouais. vision. Je crois qu'il y a... J'ai ressenti... une enfant. Très jeune. Eh ben. Hein. Écoute. On verra ce que nous dit shérif. Si ça se trouve, t'as de bons instants. Mais trop rarement. Crois-moi. Malheureusement. Ah. De toute façon, je sais plus quoi croire après. Les horreurs qu'on voit. Si t'as raison, tant mieux. Si t'as pas raison, tant pis. Le jet commence à amorcer une descente. Le commandant de bord vous informe qu'ils sont en vue de l'aéroport du comté d'Orange. Et il vous prie d'attacher vos ceintures. Le jet s'enfonce dans cet océan de nuages, survole des habitations, s'approche de l'aéroport, se pose, et vous arrivez sur le tarmac où le jet s'immobilise. Le soleil est très rasant. Et il y a une petite, un petit van qui est juste à côté qui va vous amener vers le parking où il y a effectivement un employé de l'aéroport à l'intérieur. J'enlève ma ceinture, je me lève. Allez, on se dépêche. Et je sors. Ouais. Ouais. Je suis l'équipe. Toujours à l'arrière. Moi, je suis nonchalant, main dans les poches. Voilà, je passe mon temps à observer les trois. Je regarde tout partout, je suis tout le temps vigilante. Et en même temps, on dirait que je regarde en vide des fois. Autant dire que vous n'êtes pas très frais, mais au moins ça vous fait du bien de sentir un peu un air qui est pas confiné. Vous montez dans le van, vous vous apercevez tout de même que ouais, vous avez besoin d'une bonne douche quand même. Mais le boulot avant tout. Ça remonte des souvenirs.
il y a des bouteilles, il y a des petites bouteilles d'eau qui sont mises à votre disposition dans le van. Et petite migraine qui commence à pointer le bout de son nez, Jane. Prends une bouteille d'eau, je mets comme ça. Je regarde Pas le Jane. moment. C'est Ok. pas le moment. Ton tube de comprimé dans ta poche. C'est le dernier. Ça va aller? Faudrait que je refasse le plein. Ça va pas, hein, elle est fatiguée. Il est fatigué. Il se tient la tête. C'est Ça pas. Ouais, mais bon, c'est pas ma première mission qui dure trop longtemps. C'est pas grave, il Je ira suis se pas brûler la gueule après. Comme d'hab. Le van vous amène en une poignée de minutes sur le parking de l'aéroport. Le temps a l'air de se couvrir. Eh ben, manque plus Ça, que ça. C'est comme si le destin avait décidé qu'aujourd'hui serait notre jour. Ouais, surtout à Los Angeles. Et puis, ouais, c'est pas la bonne période où il y a le mauvais temps, quoi, normalement. Hein. Je suis plutôt surpris, ouais. Vous apercevez la silhouette donc d'un homme que vous identifiez assez rapidement comme un agent des forces de l'ordre. Il vous fait signe et il s'approche. Hmm. Agent Bonjour. Morgan. Bonjour. Shérif Peralta. Ouais, il te serre la main. Je serre la main. Il a les mains moites. Eh ben, dis donc. Ça va si mal que ça. Ouais. Il fait signe aux autres membres de l'équipe. Oui, je vais pas vous briefer là. Venez, j'ai ma voiture. Il est hésitant, il bégaye un peu, il a pas l'air sûr de lui. Écoute. Shérif, on est là. Alors, prenez votre respiration. Et dites-nous tout ce qui va se passer. Tout ce qu'il faut savoir. Putain, on est encore tombé sur une équipe de margoulins. Ouais, c'est drôle, ouais. Il a bien évidemment entendu ce que tu as dit, mais il relève pas. Juste un petit sourire en coin et un regard un peu désolé. Donc il vous précède et il se retourne 2-3 fois pour voir si vous le suivez, bien sûr. Donc il ouvre son véhicule. Hein. Quand vous rentrez dedans, la clim est à fond. Vous voyez pas mal de mégots de cigarettes qui dépassent du cendrier. Il s'allume d'ailleurs une cigarette. Mais il est pas bien, clairement. Il descend sa fenêtre. Il s'aperçoit qu'il n'est pas tout seul quand les portes se claquent. Et il jette sa cigarette et il démarre. Mon office est juste à côté. Ok. Vous pouvez nous dire quelque chose là ou... Oui. Donc en fait c'est la petite famille Brown. Je sais pas si vous connaissez Seth Brown. C'est un ancien champion du football américain et en fait c'est l'un de ses enfants en fait qui a disparu. Ouais. Jette un regard à Michael. Faites au plus vite, sachant, s'il vous plaît. Allez droit au but. Alors on ne sait pas si elle a fugué ou si elle a été kidnappée. En tout cas, c'est une famille assez aisée, donc ils ont les moyens. Donc, mais on n'a pas eu de demande de rançon et je
suis pas habitué à tout ça. Vous savez, j'ai été muté récemment du Kansas. Je pensais faire quelques années ici et prendre ma retraite, et puis ça me tombe dessus. Et Agent, s'il vous plaît. Désolé, mais on s'en fout un peu de votre vie. Il y a une personne. Venez-en au fait. Je fais un petit signe à Carole. Mais quoi, c'est vrai? Il y a une vie en jeu. Il y a une vie en jeu. Et on demande de faire au plus vite, donc. Votre vie, on aura le temps quand on aura sauvé la suite. Quand on aura Je sauvé parasite avec des infos dont on s'en fout. Donc, il faut le reste là. Vous avez pas de choses? Ouais. Oh, tu t'es pas empêché de dire. avec ces petits échanges, bien évidemment, il est encore plus mal à l'aise, hein, bien sûr, le shérif. Donc, vous vous garez devant l'office du shérif, et il n'y a pas de voiture sur le parking, à part la sienne. Pourtant, il y a de la place. Hein. Il descend et il commence à prendre son trousseau de clés et à ouvrir la porte d'entrée. Donc, la porte d'entrée vitrée. Hein. Et il n'y a pas un rat, visiblement. Qu'est-ce qui Pourtant, il y a de la place. Hein, pourtant. Pour une affaire où on nous appelle nous, c'est bien vide ici. Il finit d'ouvrir et il se tourne vers vous et dit j'ai envoyé tout le monde sur le terrain. J'ai envoyé tout le monde, j'ai prévenu les comtés aux alentours, j'ai demandé de l'aide à tout le monde, et ils sont en train de quadriller le secteur, et j'ai fait ça le plus vite possible. Hein, j'ai suivi la procédure, mais pour l'instant on n'a pas de résultat, et ça cafouille. Enfin, entrez. Au moins vous avez suivi la procédure, c'est bien. Il te fait un petit sourire, genre c'est une petite victoire. Reprenez-vous, shérif. Alors, ressaisissez-vous. Voilà. Il va vers le tableau central. Et alors voilà, c'est pas encore bien. Enfin voilà, les faits, c'est donc vous avez 7 pères de famille. Ouais, c'est un champion. Enfin, c'est une petite célébrité ici quand même. C'est quand même un champion, un bon quarterback. Ouais. Allez. Donc il a 43 ans, et donc il est marié à sa femme qui s'appelle Gwen Brown. Je me mets à noter toutes ces informations en même temps. 37 ans. Ancien mannequin. Qui dès lors a eu son premier enfant, Shoshana Brown. Elle s'est retirée donc des podiums. Hein, et donc c'est une famille sans histoire. Hein, on n'a jamais eu de problème avec eux. Et le petit dernier de la famille. Le seul garçon de la famille, c'est donc Shakur Brown. Et donc la petite dernière qui a disparu, Cherry, 10 ans. Voilà. Bien sûr, il punaise au tableau l'image d'une autre femme. C'est Maria Lopez. C'est la femme de chambre. Enfin, la bonne à tout faire. Enfin, je veux dire la gouvernante. Voilà, la gouvernante. Tellement cliché. 24 ans. Voilà. Et vous avez interrogé la gouvernante, évidemment. Alors. Il y a eu un petit cafouillage. J'avais envoyé mon adjoint recueillir les témoignages donc de la famille. On leur a dit de rester à leur domicile.
au 243 Green Road. Donc, mais ce con, il est un peu énervé. Mais ce con, je sais pas ce qu'il a foutu. Il s'est joint aux équipes de recherche et là, actuellement, j'ai personne qui est là-bas. Mais ils sont toujours à leur domicile. Ouais. La disparition date de quand? Elle a disparu depuis, il regarde sa montre. Ça fait 9 heures. Très bien, famille aisée, plusieurs enfants, uniquement la plus petite, et pour l'instant, aucune déposition de prise d'aucun des membres de la famille? Il reste silencieux. Il est gêné. On dirait qu'il va falloir aller voir la famille nous-mêmes. Ouais, parce que moi, sans donner, je peux pas comprendre qui a fait ça. Ouais. C'est vrai que on sait même pas si quelqu'un a vu quoi que ce soit, c'est génial. Bon. Faut... Avez-vous pensé à vous reconvertir, shérif? Ouais. Et je crois que je vais sûrement prendre un départ anticipé à la retraite. Je vois. Bon. Vous Et nous puis, amenez... vu votre respiration et votre embonpoint, évitez le physique. Ça tiendrait pas longtemps. Hein? Il fronce un peu le Non. sourcil, il comprend pas. Shérif, vous nous emmenez ou vous avez une voiture pour nous? Prenez la mienne. J'ai dit à mon adjoint de venir passer me prendre. Donc il vous tend les clés. J'ai fait le plein. Et comment dire? Ouais, vous pourrez utiliser bien sûr la radio du véhicule. Attendez. Puis il commence à passer entre vous et à ressortir donc de son office. Putain, on va se taper un véhicule prêté par l'État, rempli de mégots de cigarettes. Aucun respect. Oh, Putain. Putain, faut rire là aussi? non, c'est un rire de... J'ai connu cette souffrance. Donc il va dans le hall pour sortir. En fin de compte, hein, il se retourne et vous voyez une énorme silhouette qui apparaît. Une personne assez patibulaire, très grande, plus de 2 mètres, très large, une barbe assez fournie, un air assez sombre, et le shérif à côté, il paraît vraiment minuscule. Isgori. Et il fait semblant de tousser, genre. Le shérif se retourne un peu, il sursaute un peu. Ah, c'est vous. Je vous avais pas vu, Ralph. C'est le FBI, donc ils vont prendre mon véhicule et ils vont vous suivre. Je vous présente Ralph Blaskowitz. C'est l'un des 2 ambulanciers qui va se mettre en stationnement au domicile pour au cas où. Voilà. Ok. L'ambulancier qui a une blouse blanche, un peu trop petite pour lui, mais c'est une vieille blouse. Il a peut-être pris un peu de poids depuis quelque temps. Il a l'air d'avoir la cinquantaine et il vous regarde en fronçant un peu les sourcils. Il vous fait un petit signe de tête. Il prend un gros cigare qu'il met entre ses dents. En sortant, il commence à l'allumer. Donc il essayait d'arrêter de fumer. Eh ben, ne subissez pas la pression, Michael. J'ai passé mon temps à observer le jeune policier. Et il est pas très jeune, le policier. Hein. Le shérif Peralta, il va sur ses 50 balais. Hein. Mais tu deviens très stressé, Carole. Ton pouls augmente. T'as peur. Tu t'en fais pour
pour ta retraite, ta carrière, pour la famille Brown. Tu es en colère contre ton adjoint. T'es vraiment sur les nerfs. Par contre, t'es ravi que le FBI soit là. Ouais, non, c'est trop pour lui. Ouais, non, t'as été shérif dans un petit patelin où il se passait rien, et là, c'est une overdose, là. C'est trop d'un coup. Donc D'accord. c'est un peu comme ça, en fait, que tu arrives à analyser les gens, tu te mets à leur place, et t'as envie de fumer. On est dehors? Vous sortez, Me dirais-je à la voiture. Bon, quand je vois Carole prendre sa cigarette, évidemment, je la regarde et je fais oh, c'est pas vrai. Puis j'avance du côté de Jonathan. Écoute, faut laisser aux gens leur petit moment de bonheur. Ouais. Sinon, Je on suis tient assise pas. et je bouge la jambe, tu sais, je tremble de la jambe, tu sais. à l'extérieur, donc il y a une ambulance donc, qui est là. Et adossé à cette ambulance, il y a une autre personne qui a l'air tout aussi patibulaire. Très grand, quasiment 5 cm de plus que le premier ambulancier que vous avez vu. Lui aussi, il a une blouse d'ambulancier, vraiment trop petite pour lui, c'est clair. Vous pouvez voir ses trapèzes qui dépassent bien, son crâne rasé, boucle d'oreille ostentatoire, main parfaitement manucurée par contre, quelques tatouages sur les doigts, pas de bague, mais des traces d'anneaux quand même. Et il est en train de fumer une clope, et quand il vous voit, il jette sa clope. Il fait signe à Ralph Blaskowitz, l'ambulancier barbu, et qui se dirige d'ailleurs d'un pas lourd vers son ambulance. Et il se retourne vers vous et dit bon, on passe devant, vous nous suivez? Ouais. Il y a moyen Allez. que je discute rapidement, voir savoir si ce sont des vrais ambulanciers, s'il n'y a pas un petit truc étrange chez eux, par exemple. Je me dis que je fais Alors, partie du métier quand même et que je suis déjà tombé sur des cas tu, assez étranges. tu peux effectivement, je regarde tes stats. Donc, comme je l'ai dit, le barbu, il a une blouse un poil trop petite, effectivement, mais parce que visiblement, il a pris un peu d'embonpoint. Il ne doit pas être loin de la retraite non plus. Il y a des traces de brûlure de cigares un petit peu sur sa blouse. Donc, ça doit être la sienne. Il a bien son badge avec son nom dessus. Donc, tu te rapproches un peu plus d'eux. Et tu peux voir que l'autre infirmier plus jeune mais plus massif, il y a marqué Clarence Whittaker sur son badge, un badge flambant neuf, une blouse trop petite mais flambant neuve. Visiblement, il a l'air un peu, il a le regard un peu dur, il te regarde un peu bizarrement, et il prend la place du chauffeur dans l'ambulance. Ok. Hmm. Je parle juste à Jane. Je fais t'as déjà vu des ambulanciers comme ça, toi? Une fois de temps en temps, oui, mais deux. Alors, à moins que les budgets des hôpitaux ils soient vraiment dans la merde, ça m'étonnerait. Est-ce que, Alors de base, des je suis un peu parano aussi de base. Donc, est-ce que des blouses mal taillées, Faut croire que le comté aide à la réinsertion de l'ancien prisonnier. ouais, mais ça veut pas dire que c'est pas une raison pour avoir une blouse mal taillée, à moins que, comme j'ai dit, les budgets. Ouais. Remarque, les budgets sont probablement coulés, mais bon. Je vous dirais pas de les suspecter, mais je vous dirais de garder ça en tête. Gardez toujours quelque chose en tête. oui, évidemment. Qui se met au volant du véhicule du shérif? Moi. Vous quittez le parking. Mon attitude se calme. Je redeviens neutre.
Je regarde un peu mes coéquipiers durant le trajet aussi. J'essaie de baser ma confiance sur eux. De voir un peu ce qu'ils pensent de la situation du commissariat vide, etc. Complètement débordé. Jeanne est un peu agacée et a son attitude habituelle d'essayer de s'en détacher pour éviter de trop souffrir. C'est affligeant, mais si je me laisse trop affecter, ça impactera mes capacités. Moi, j'ai l'air de réfléchir. Je suis dans vague. Inexpressive. Ça roule plutôt bien. Vous sortez donc du côté ville pour entrer un petit peu plus dans le comté d'Orange, beaucoup plus boisé, où les habitations se font beaucoup plus rares. Vous vous engagez donc sur des longues routes. Les États-Unis, bien évidemment, on aime quand c'est espacé, et vous apercevez les rares maisons un peu luxueuses qui trônent sur les collines, certaines qui sont complètement camouflées par des arbres. Vous êtes en début de soirée, le soleil donc est couché. La nuit commence. L'ambulance qui vous précède roule à une allure certaine. C'est pas non plus c'est pas non plus une course-poursuite, mais il roule assez vite. La température commence vraiment à baisser. Un peu trop peut-être pour cette saison. Et ouais, l'air est lourd, chargé, plein d'effluves. Terence, tu te sens un petit peu... C'est un peu bizarre comme sentiment que tu as. Tu te sens à la fois comme si toi tu évoluais dans quelque chose de lourd, d'opaque, mais tu te sens plus léger à la fois. C'est sentiments contradictoires, un ressenti étrange. Et au moment où tu te concentres bien sur ton ressenti, tu clignes des yeux et la voiture est arrêtée. Vous êtes arrêté. Vous êtes arrivé à destination, à l'adresse. Alors effectivement, c'est perdu au milieu de nulle part. Vous êtes sorti de la route. Vous êtes passé un portail sur un portail qui est ouvert d'ailleurs, un portail électrique, avec au mur, un mur d'enceinte, quoi. Une longue allée, c'est boisé. C'est une grande propriété entourée de jardins, genre presque limite une forêt, quoi. Il y a une grande bâtisse qui se dresse, avec la particularité quand même, il fait très sombre, les lampadaires extérieurs sont pas allumés, et il y a limite une brume qui lèche le sol. Quel temps de merde. Ouais. Faut croire que... J'ai tombé dans une mauvaise saison. Et pourtant... Bon... J'espère que quelqu'un là-bas a vu quelque chose. Ça vous donnerait déjà une case de départ. L'ambulance s'est garée donc sur la devanture, enfin devant, là, sur le gravier, près d'une fontaine qui n'est pas en marche. Et les deux ambulanciers descendent et allument l'un un cigare, l'autre sa cigarette, et ils s'adossent en fait à l'ambulance. On est à votre disposition si vous avez besoin de quelque chose. Ouais. Ah ouais. Je me demande quelle sera la prochaine surprise entre cette ambulance remplie de testostérone et
ce commissariat vide et tombé dans un temps Alors, sans nuit. si tu veux les mauvaises nouvelles, imagine qu'on rentre et tous les suspects sont morts sur le sol. Alors, ce serait ballot. Allez, on y va. On approche de la porte d'entrée. Une maison résolument moderne, avec ce petit côté chic de faire croire que c'est un peu de l'ancien. Grande porte en chêne, assez épaisse, de bonne facture, anti-intrusion, semble-t-il, avec une sonnette sur le côté. Ding dong. Tu n'entends pas de ding-dong. C'est décevant. Ouais. Le courant a été coupé ou quoi? Est-ce qu'il y a les lumières allumées à l'intérieur? Négatif. Merde, pas le bon. Les fenêtres extérieures sont toutes fermées. Les volets ne sont pas baissés. Bam. Tu tambourines à la porte. Mais c'est pas le moment. J'observe l'encadrement de la porte, le sol qui est un peu autour, le jardin, etc. Voilà, sur la façade, j'essaie de voir s'il n'y a pas un truc qui cloche, comment qui pourrait le... Tu prends un peu de recul. Ouais. Je reste pas avec eux. Donc tu t'éloignes un peu, tu prends un peu de recul. Michael, Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je vais aller du côté des fenêtres pour voir si je vois pas quelqu'un aussi. Au niveau des fenêtres, tu peux t'apercevoir que les rideaux sont tirés. Moi, je regarde de mon côté. Je commence à faire le tour de la baraque pour voir s'il n'y a pas. Si le compteur a pas été coupé. Ce genre de choses. Et éventuellement, j'ai une autre idée qui me vient en tête. Tu fais le tour de la baraque du côté Ne gauche serait-ce ou que droit. déjà la façade, déjà. Droit. Donc tu longes le côté droit. Gaiden, tu prends du recul, tu marches un peu en arrière et t'entends. Tu viens de marcher sur un jouet en plastique. Tu sais, le genre de jouet qui couine quand tu appuies dessus, un truc en caoutchouc, quoi. Je me retourne rapidement, surpris par le bruit. Et Jen, pas de réponse hein, quand tu tambourines à la porte, effectivement. La Le jouet, particularité je de prends, ce jouet, c'est un os en caoutchouc. Il est mordu. Je le prends, je le regarde, je mets le nez devant, je fais un geste un peu bizarre, mais voilà. Ça sent le caoutchouc. Et je me dis, c'est un jouet pour chien, c'est qu'il devrait y avoir des chiens. Il n'y a personne qui répond, C'est pas le moment. Dans mon. Du côté droit, est-ce que j'ai un minimum de visibilité ou j'ai vraiment rien? Oui, il y a encore de la lumière, hein, donc tu t'avances, c'est plus du gravier, maintenant c'est du gazon, hein, tu t'approches effectivement donc de l'arrière même de la maison, où tu peux distinguer donc le jardin qui te semble pas du tout entretenu par rapport à l'aventure et l'entrée de l'allée, tout ça, où c'était un gazon vachement bien tondu, les arbres élagués, l'arrière. C'est le jour et la nuit. Là. Tu vois notamment à l'arrière une balançoire avec trois où on peut tenir à trois. Voilà, 3 supports. Tu peux voir une petite cabane en plastique pour enfants. Tu peux voir aussi un bac à sable. Il y a aussi tables et chaises de jardin qui sont repliées sur une terrasse. Et tu vois une porte-fenêtre à l'arrière. L'endroit où il y a les installations là pour les enfants, c'est quand même bouffé par la nature ou c'est envahi par la nature ou c'est propre? Eh ben, soit c'est un mauvais jardinier, soit c'est un jardinier sélectif, soit il était en train de bosser, mais il y a des parties qui sont tondues, mais rapidement, pas du tout, quoi. C'est super bizarre. Il y a même il y a un ballon. Ouais, c'est un ballon, tu arrives à le voir, il est rouge.
qui est recouvert à moitié par une fougère. Ok. Je fais demi-tour. Et je vais voir les ambulances. Fais-moi un jet de intuition, perception, s'il te plaît. Il y a quelque chose qui t'interpelle au niveau de la table de jardin. J'ai encore de la bonne visibilité ou pas? Ouais, mais il y a un angle mort. Alors, tu vois le côté de la table de jardin, tu vois le dessus, mais tu as cru voir quelque chose de sombre qui faudra te décaler. Ça bouge pas. Je me décale un petit peu. Tu vois un découvrir chien l'enveloppe. allongé. Je siffle pour l'appeler, pour voir s'il réagit ou pas. C'est ce que les autres entendent. De notre côté, enfin en tout cas moi de mon côté, juste au moment où j'entends le sifflement, je crie, je fais Jonathan, t'as trouvé quelque chose? MJ, Un jardin complètement pourrave. Je me promenais devant avec, je tenais le jouet et j'arrête pas de faire couiner le jouet tout en le promenant et en appelant, voilà. Voilà. Et en faisant le jouet comme ça, en marchant. Tu peux percevoir un petit ricanement qui vient des ambulanciers. Jen? Eh ben, après mes échecs, je recule, je regarde la situation et quand je vois que toute mon équipe se déplace ailleurs, ben, j'ai la rejoindre. Enfin, avant, je jette un dernier coup d'œil vers les forêts et l'alentour. T'as cette sensation bizarre qu'il y a quelqu'un qui t'épie. Tu regardes bien. Il n'y a personne. Un petit coup de vent, ça bouge un peu. Mais tu t'aperçois aussi que le vent, d'ailleurs, il était absent tout ce temps-là. Et là, comme par hasard, tu te retournes et tu regardes la forêt et il y a un petit coup de vent, comme si elle te répondait. Jonathan, t'as entendu Michael qui t'a interpellé? Ouais. Je crois que j'ai retrouvé le chien mort. Le jardin est complètement pourri par contre. Je vais aller voir les ambulanciers pour demander s'ils ont pas une lampe. T'en as, bien sûr, ça fait partie de la panoplie. On en a hein. Ok. Ouais, vous avez une Mad Light. Bah écoute, je sors ma Daylight. Du coup, je rejoins Jonathan. Là, j'arrive aussi. J'imagine, voilà, vous vous regroupez autour du cadavre de ce chien qui a un collier. Ah, mais il jouera plus lui avec le jouet. Plus besoin. Est-ce que le sang est chaud? Il est coagulé. Je m'abaisse pour prendre le collier. Voir s'il y a un nom, une inscription dessus. Marqué Rusty et il y a l'adresse de la maison. Ok. Il n'y a personne qui répond. En prenant le collier, tu peux t'apercevoir que le sang vient de sa gueule. Je m'accroupis et je regarde avec lui. Perception animaux pour ceux qui auscultent le chien. Personne qui répond, le chien est mort, le genre ne revient pas. Je sens que ça va mal se finir. Ça va rien. Alors, tac. La mâchoire est disloquée. La langue a été arrachée, mordue, déchiquetée. Il est mort en étant étouffé par son propre sang. Il a d'autres lésions sur le corps? Négatif. La cage thoracique n'est pas enfoncée? Non. Pas de cervicale brisée? Visiblement, non. Il y a des touffes de poils manquantes, par contre, de chaque côté de sa tête. Qui a pu faire ça?
tout cas, vous avez vu l'état du jardin? Il n'y a personne à la maison? Il s'est défoulé sur lui. Ouais, mais on nous a dit qu'il n'y avait que la fille qui avait disparu. Et 9 heures. Maintenant, c'est toute la famille qui manque. Et le shérif adjoint il était censé rapporter des témoignages et il est jamais revenu. Parle pas de Je ça. pense que tout ça c'est lié. Qu'en penses-tu, Jonathan? C'est vraiment bizarre, hein, cette zone. Je m'avance vers la porte-fenêtre. Tu constates qu'elle est pas fermée. Est-ce qu'il y a une odeur particulière qui se dégage de l'intérieur? Ça sent le sang. Ça provient peut-être du chien. T'as trouvé quelque chose, Jonathan? Pour moi, rien. La baraque fait abandonner. Je dirige le faisceau de ma lampe torche vers le ballon là, qui est complètement bouffé par les fougères. Il y a quelque chose qui cloche. Ouais. Vous trouvez? Est-ce que je peux tenter, à mon tour, je vais un petit peu où va tout le monde pour voir comment ils font les choses, etc. Et je m'approche de cette baie vitrée et elle est entrouverte, c'est ça? Ouais. Il lui manquait 1 centimètre pour être fermé. C'est une baie vitrée qui ne s'ouvre que de l'intérieur. Donc on peut l'ouvrir? Là, vous J'estime. pouvez l'ouvrir. Il y a juste à la coulisse. Je l'ouvre et j'observe. Couloir sombre. J'allume la lampe torche et puis je fais bon bah on rentre, on va voir. Je rejoins Carole. Ouais. Faites attention. Et tenez-vous prêts. Est-ce qu'en ouvrant la porte il y a quelque chose de visible ou une odeur ou quelque chose qui me surprend ou Tu ressens une vague de froid. Ton cœur s'emballe. La peur. Une frayeur. Non, la terreur même. Tu cours partout. T'as peur pour tes enfants. Tu cours. Il faut les sauver. Est-ce que c'est trop tard?